Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau format de podcast Habile. Aujourd'hui sur le thème du DevOps, et on espère en faire une série après ce premier épisode. J'ai la chance et l'honneur aujourd'hui d'être avec deux DevOps justement d'Habile, de la team Habile, Montréal, Mounir et Momchil, que je vais Bonjour. peut-être laisser se présenter. Est-ce que Mounir, tu peux peut-être commencer par te présenter, ton expérience un peu, ton parcours rapidement, d'où tu viens et ce que tu fais surtout. Bonjour tout le monde. Par où commencer? Je suis de formation ingénieur système et virtualisation. J'ai commencé d'abord sur des technologies Microsoft. J'étais à 100% sur tout ce qui est Microsoft. J'ai commencé ma carrière en tant qu'administrateur système sur essentiellement des technologies Microsoft. Avec le temps, je me suis un peu mutualisé sur Microsoft, technologie Linux, tous les systèmes, distribution Linux. À partir de 2012-2013, j'ai commencé à toucher un peu de la virtualisation. Je me suis un peu spécialisé à toutes les technologies VMware, Mhm. toutes les technologies qui touchent à la virtualisation, surtout VMware, un petit peu Hyper-V. Je commençais un petit peu à me détacher des technologies Microsoft. Bon. Ok. Par la suite, quelques années plus tard, je suis tombé juste par hasard sur un projet DevOps. J'ai commencé à toucher du cloud. C'était mes débuts sur du cloud, surtout sur Microsoft Azure. Toucher à du Docker, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. C'est à ce Mhm. moment-là qu'il y avait le déclic et je me suis commencé à orienter sur tout ce qui est technologie DevOps. Après ça, c'était du cloud, un peu de technologie de containerisation comme du Docker, du Kubernetes, beaucoup de cloud. J'ai plus une casquette en tant qu'architecte cloud, surtout sur le cloud Microsoft Azure Mhm. que AWS, même si j'ai touché un petit peu. Et dernièrement, j'ai intégré Abil en tant qu'architecte cloud et consultant DevOps. Et je suis là maintenant. Très bien, merci. Momchil, pareil, est-ce que tu peux un peu nous parler de toi, de ce que Ouais, tu fais notamment et où? je me présente rapidement. Mon prénom, c'est Monchil. J'ai une quinzaine d'années d'expérience dans les domaines de technologie d'information. J'ai une lointaine background de développement. J'ai fait beaucoup de développement pendant les années lorsque je faisais mon cursus de formation. Et la plupart de mon expérience s'était basée en tant qu'ingénieur système et virtualisation, sécurité réseau. Un peu plus tard, je me suis installé à mon compte et j'ai commencé à faire de la prestation pour proposer des services de création de sites web et de marketing en ligne. Et c'était la suite logique. En fait, depuis quelques années, j'ai commencé à travailler en tant que DevOps. Donc, je me suis beaucoup intéressé dans les pratiques DevOps, méthodologie agile, le cloud. Et en fait, je travaille en tant que consultant DevOps. Et depuis un an environ, je suis dans la ruche d'Habile à Montréal. Et quelque chose pour moi, je suis passionné par le web et le marketing. Ok, super intéressant d'avoir vos parcours. Pour commencer sur ce sujet et sur ce premier épisode dont le but est un peu de démystifier certains sujets tech, et là notamment le DevOps, je vais commencer avec une première question qui est très compliquée parce que très générale, qui va peut-être nous permettre aussi de réduire et de faire entonnoir. La question un peu grosse, qu'est-ce que le DevOps? Comment vous le définiriez aux gens? Comment vous l'expliqueriez à quelqu'un? Alors, j'imagine un public un peu plus tech, mais pour tous ceux pour qui c'est encore flou, qu'est-ce que le DevOps? Nomme-t-il peut-être? Pour moi, c'est un ensemble de pratiques, de méthodologies, des outils qui combinent le développement, donc les devs, et d'un autre côté, tout ce qui est l'administration des infrastructures, donc les ops. En fait, les pratiques, je dirais en sens général, DevOps, on peut les définir de plusieurs manières, même s'il y a des définitions qu'on peut trouver sur Internet, des définitions très précises, mais chacun peut l'interpréter de façon différente. Donc, il apporte surtout des avantages, c'est de la promotion de l'automatisation, la qualité, pour livrer plus fréquemment avec plus de qualité, diminuer les coûts et surtout s'orienter vers le client, vers ramener des fonctionnalités plus rapidement, sans interruption pour les clients. Donc, je dirais ça, c'est les grandes lignes et c'est l'une des questions que j'ai imposées sur les entretiens de recrutement pour voir comment en fait chacun interprète qu'est-ce que c'est le DevOps. Oui, c'est ça, parce que le domaine est quand même très large et recouvre beaucoup de choses. Mounir, toi, qui as une expérience encore autre et complémentaire de Momchil, est-ce que tu aurais des choses à ajouter là-dessus? Je rejoins mon petit sur ce qu'il a dit. En plus de ça, pour moi, le DevOps, c'est plus un mode de collaboration entre les équipes Ops et Dev. C'est quelque chose qui était vraiment absent depuis le début, je pense depuis le début de l'informatique, en règle générale. J'ai
toute mon expérience était en tant que IT, Ops, admin système, tout ça. Il y avait vraiment un problème de communication avec l'équipe Ops pour comprendre leurs besoins, pour régler leurs problèmes et tout ça. Avec les nouvelles méthodologies actuelles qu'on voit sur le DevOps, c'est plus facile, la communication passe facilement via des outils et aussi via des outils comme les outils de création de pipeline, comme par exemple Jenkins, comme les outils Jira pour création de tickets, et aussi avec l'automatisation, avec des outils aussi comme Docker et Kubernetes qui nous permettent d'automatiser certaines tâches, qui nous permettent d'éviter l'intervention des équipes Ops dans des horaires hors chez nous. Par exemple, d'après mon expérience, souvent quand il y avait des problèmes au niveau de la production, c'était au niveau de l'équipe Ops d'intervenir le soir. Les devs ils étaient absents à ce moment-là. C'était trop compliqué. Le lendemain, ça créait des frustrations, il y avait un manque de communication entre l'équipe qui réglait le problème pendant des heures où l'équipe dev elle était absente. Il y avait un manque d'informations, de documentation. Les méthodes DevOps et les outils qui viennent de sortir, qui sortent chaque jour, parce qu'il y a énormément d'outils DevOps. Une fois que j'ai intégré le DevOps, je commence à découvrir presque chaque mois de nouveaux outils qui facilitent l'automatisation de certaines tâches. Pour moi, c'est ça. Il y a un meilleur mode de communication entre les équipes DevOps, parce que moi, je viens de la vieille école, c'était plus des procédures utiles et aussi des outils qui permettent d'automatiser des tâches fastidieuses. Il n'y avait pas une grande valeur ajoutée à faire ces tâches-là. Donc, je te tiens dans la parole quand tu dis, effectivement, c'est une collaboration. Donc, l'un des piliers, c'est la collaboration. Donc, vraiment, avec le DevOps, on crée surtout la collaboration, on crée des équipes multifonctionnelles pour justement se parler et échanger plus rapidement. C'est vrai que de ce que j'entends, on parle de culture DevOps, on parle de méthode, on parle d'outils. Je vois que vous avez un peu mélangé du coup le tout dans votre définition. C'est pas juste une exécution et une mise en place d'outillage, mais ça va au-delà. Effectivement, c'est une culture, c'est une méthodologie, c'est un mindset, c'est un peu de tout. C'est un peu de tout. C'est pour ça que c'est des fois facile et difficile à le définir. Donc, on peut trouver des définitions, mais chacun peut l'interpréter avec des mots plus différents. Et on peut peut-être énumérer des différents, comme tu l'as dit, des pratiques, des outils, effectivement. Avec une répartition peut-être très différente selon les contextes et les entreprises. Effectivement, et aussi les méthodes de travail, les modes de fonctionnement chez DevOps, c'est pas gravé dans le marbre. Des procédures, comme j'ai dit tout à l'heure, utiles, il y a une documentation, il y a une certification, il y a des règles à suivre. C'est clair. Par contre, pour le DevOps et pour utile, ça change pas dans le temps comme pour le DevOps. Pour le DevOps, ça change tout le temps et ça s'adapte à presque tous les... Comment dire? Au début, le DevOps, c'était juste pour tout ce qui est applicatif. Dernièrement, on voit ça, c'est aussi pour l'IoT, pour l'intelligence artificielle. Et chaque jour, on découvre que cette méthodologie, il peut fonctionner dans plusieurs domaines. Alors que, par exemple, quand on disait utile, agile, il y avait des domaines bien spécifiques et on savait où on allait. On savait qu'est-ce qu'on allait faire, c'est quoi les best practices à mettre en place et tout ça. Et donc, justement, on voit que ça s'applique à pas mal de domaines et de plus en plus. C'est encore un domaine qui est en pleine évolution. Ça fait quelques années qu'il y a déjà pas mal d'entreprises qui ont pris le tournant ou qui prennent encore le tournant. Exactement. Justement, pour un peu résumer, même si vous en avez cité, mais pour un peu résumer, quels sont les avantages des pratiques et de la culture DevOps en général et qu'est-ce qui fait que les entreprises se tournent vers cette méthodologie DevOps depuis quelques années? Je dirais surtout ça permet de soutenir des cycles de développement plus courts, de livrer plus fréquemment, mais diminuer les interruptions, je dirais, du service, augmenter la qualité, augmenter la cadence, diminuer les coûts. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Il y a meilleure atteinte des objectifs. Surtout, ce que je peux ajouter, c'est en fait des entreprises qui ignorent la transformation vers DevOps risquent de se retrouver avec des gérances des systèmes d'information très, très difficiles. Donc, voilà. Je dirais aussi minimiser les coûts, minimiser aussi l'erreur humaine avec tous les outils qu'il y a. Et quelque chose qu'on n'a pas soutenu, en fait, c'est diminuer le risque lié au changement et la sécurité, qui est très important. Oui, donc il y a en plus un côté de gestion des risques et de stratégie d'entreprise, en fait, presque, puisqu'on a des risques, des coûts, même des downtime, etc., sur des applications. Donc, on a quand même pas mal
de points assez cruciaux en fait sur de la stratégie au-delà de juste on le fait parce que c'est propre. Ouais. Il y a du concret derrière sur des chiffres potentiels. Il y a un Très vrai gain concret. derrière. Et ça m'amène à une question justement, c'est que devant des avantages aussi grands pour une entreprise aussi gros, j'imagine qu'il y a pas mal de challenges qui viennent avec la mise en place ou la propagation, peut-être la transmission de ces cultures, Mounir. Oui, pour moi, le plus grand challenge, c'est choisir le bon outil parce qu'il Mhm. y a une compétition acharnée qui se fait sur les outils DevOps. Il y a énormément d'outils qui sortent. Les grands leaders sur le marché, les leaders cloud, qui Microsoft, Amazon et Google, ils investissent des milliards sur leur infrastructure Ouais. et ils développent de nouveaux outils, ils intègrent de nouveaux outils sur leur cloud. D'autres petites startups, comme par exemple HashiCorp, ils sortent des outils vraiment très géniaux. Il y a énormément d'outils. À mon époque, quand j'ai commencé en tant qu'administrateur Windows, il n'y avait pas énormément d'outils. On savait quoi faire pour gérer une entreprise, gérer tout ce qui est fichier, stockage et tout ça. Mais avec le cloud, il y a énormément d'outils, tout ce qui est supervision, tout ce qui est pour création de pipeline, pour automatiser toutes les tâches, que ce soit des outils pour l'infrastructure as code, comme je viens de dire, un outil HashiCorp très célèbre qui est Terraform. Pour moi, en tant que consultant cloud, je dirais la plus grande difficulté, c'est de choisir le bon outil afin de le proposer au client. Parce que derrière, il y a tout un parcours pour maîtriser l'outil, pour le mettre en place, pour assurer une documentation ou une passation pour les équipes qui vont utiliser l'outil qu'on va recommander au client ou qu'on va recommander à une équipe. C'est ça pour moi la plus grande difficulté, mais le plus grand avantage, c'est qu'il y a énormément d'outils et les entreprises, ils investissent à fond, ce qui signifie tous les 3 mois, si on a un problème aujourd'hui, je suis sûr qu'après 3 mois, 4 mois, il y a une startup qui va imaginer une solution pour simplifier la vie aux consultants DevOps, pour automatiser Oui, c'est ça. On est encore sur la phase montante avec la découverte de ces contraintes et des choses manuelles, en tout cas au début, et peut-être qu'ils sont de moins en moins, et avec une culture de la solution. Effectivement. En plus de ça, avec l'automatisation, sincèrement, ça devient très facile de mettre en place toute une infrastructure d'une centaine de serveurs, d'une centaine d'applications avec un simple script. Des fois, ce sont des scripts qu'on peut trouver sur des repos comme GitHub, GitLab. Et ce qui fait que c'est un gain en coût, en temps, et c'est quelque chose très apprécié par les clients. Ok, donc un premier challenge qui est effectivement le choix des outils pour que ce soit assez pérenne et en tout cas que ça corresponde à la stratégie. Momchil, est-ce qu'il y a d'autres challenges comme ça? Oui, donc de mon point de vue, j'ajouterais dans mon expérience, en fait, en premier lieu, c'est le mindset, je dirais. L'un des challenges, c'est en fait le temps d'adoption des pratiques DevOps en fonction du mindset, et ça peut être un peu long. Des fois, justement, rassembler une équipe de bons joueurs qui vont partir cette initiative, qui vont donner de la dynamique au sein de l'organisation pour aller de l'avant. Et comme Mounir vient de le dire, le choix d'outils est important. Moi, je dirais, dans mon expérience, parfois un peu moins. C'est certain qu'il est très important. Je veux dire, le choix des outils, ça peut grandement influencer le temps d'adoption, les coûts. Effectivement, c'est très, très important. Et des fois, on dit, si on part simple, avec des bons outils, on peut aller loin. Donc, à la fois, c'est très important. Ça peut grandement changer les coûts et le temps de la mise en place. De l'autre côté, on dit que, suivant différentes études, les personnes, les gens, la façon qu'ils travaillent sont plus importants que les outils. Donc, il y a quand même une équation entre les deux. Ok, donc c'est pour en arriver au bon choix d'outils, il faut déjà comprendre ce qu'on va faire avec, ce qu'on veut faire. Et ça, c'est tout cet état d'esprit qu'on a avant, et qui est aussi votre rôle à vous de le transmettre, de le mettre en place, d'avoir cette pédagogie, justement. Et je voudrais ajouter très souvent, en fait, quand on se tourne dans une analyse, comment, par exemple, mettre en place de la méthodologie ou des pratiques DevOps, souvent on commence à regarder des analyses qu'il y a sur le web, comment ils ont fait d'autres sociétés. Très souvent, on trouve des exemples avec des sociétés qui sont... ou des cas d'études je dirais, qui sont donnés par Facebook, Google, pour ne pas citer d'autres, ou comme Spotify. Et souvent, en fait, ce n'est pas comparable, en fait, leur feedback, ce n'est pas comparable à notre organisation.
ils ont, je dirais, accès aux ressources matérielles ou humaines qui Ouais. est beaucoup plus différent des structures qui sont plus petites. Donc, il faut faire attention à ça. Le choix d'outils, bah, effectivement, il est très différent et donc ils peuvent avoir accès beaucoup plus facilement. Donc, il ne faut pas tout de suite reprendre les exemples, il faut être plus modéré parfois. Et quand ça, Et- c'est un premier conseil. Est-ce qu'il y a ouais. d'autres conseils que tu donnerais à des équipes ou des entreprises qui n'auraient pas encore de culture DevOps, qui souhaiteraient en créer une et sur 2 axes, par quoi commencer et aussi quand commencer? Quand commencer, bah, on va peut-être l'aborder après. Je dirais comment commencer, c'est commencer petit. Donc, je me suis extrait comme une petite liste qui est, comment dire, souvent donnée par des sociétés de conseil ou même par des feedbacks des sociétés qui ont déjà implémenté des pratiques DevOps. Et le constat, il est disant, commençons par identifier les besoins, pourquoi on veut mettre en place DevOps, qu'est-ce qu'on veut y gagner, à quelle échéance, je dirais, avec quel joueur, à se définir qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on veut obtenir comme résultat à la fin. Créer une équipe multifonctionnelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, justement pour rassembler des joueurs et c'est une équipe qui va être transversale. Ouais. Par la suite, définir des objectifs et des métriques. Donc, il faudra commencer à mesurer, je dirais, quel est notre état, est-ce qu'on livre fréquemment, quelles sont nos anomalies, est-ce qu'on a une interruption de service, combien de temps ça prend, pour justement essayer de se comparer et faire progresser à chaque cycle. Définir également comment dire, une application cible ou choisir une application qui va nous permettre de faire une première phase et qui n'est pas trop simple, mais qui n'est pas trop impactant. Donc, pour des sociétés qui ont plusieurs applications, Ouais. ou commencer petit surtout, et faire une première itération pour justement éliminer le plus de contraintes, automatiser au maximum de tests, au maximum d'exécutions qu'on fait manuellement. Là, je parle purement de l'automatisation, mais c'est quand même, ça fait grande partie du DevOps. Et à la fin, je dirais, d'une petite cycle, mesurer qu'est-ce qu'on a fait pour planifier la suite, justement. Commencer petit, choisir ces outils simples, des processus simples pour pouvoir aller d'une façon plus fluide et plus rapidement et augmenter au fur et à mesure. Ne pas commencer gros, ne pas avoir les yeux très grands. Ok, donc Donc, se demander pourquoi, commencer petit, vraiment appliquer du test et faire avec ses moyens ouais, qui ne sont pas forcément ceux des Spotify, des Google. Oui, ouais, Est-ce que moi, tu ouais. confirmes? moi, ce que je peux rajouter pour une entreprise qui ne sait pas où aller, s'il n'a pas une connaissance par rapport à tous les outils qu'il y a, il n'a pas assez de ressources humaines et financières pour se lancer, c'est de commencer sur le cloud parce que le cloud, aujourd'hui, il regroupe tous les services. On peut trouver des outils de containerisation sur le cloud, on peut trouver des outils de CI/CD sur le cloud, on peut trouver des outils d'automatisation. C'est vrai, sans négliger les autres outils qu'on peut trouver en dehors du cloud. Mais pour une entreprise qui a peur de s'éparpiller à droite et à gauche dans la jungle des outils qu'il y a, qu'il commence sur du cloud. Je pense que pour les 3 plus grands clouds sur le marché, Microsoft, Google et Amazon, il y a tous les outils pour se Ouais. lancer sur le DevOps directement. Ça c'est le conseil que je peux Il y a donner. certains qui sont plus adaptés, par exemple, certains outils ou certains cloud providers sont plus adaptés aux technos qu'on utilise dans les projets. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte aussi. Je peux Ok, ajouter donc aussi un on a le complément bon de... état d'esprit, on a fait le choix des bons outils, on s'est demandé pourquoi. Sur la suite, parce que souvent le DevOps, il y a quand même un aspect un peu abstrait, en tout cas pour beaucoup de monde, même des personnes qui sont dans le monde du développement. Quelles sont les pratiques concrètes et les outils qu'on a dans le développement, Mounir? Pour le développement, pour le développement, Enfin, pour le DevOps, pardon. pour le DevOps, pour tout ce qui est partie automatisation, sincèrement, les outils, moi je vais parler pour la partie Ops. Il faut utiliser des outils d'automatisation de son infrastructure. Ouais. On peut utiliser des Python avec certaines librairies, on peut utiliser Terraform, c'est l'outil le plus célèbre. Il faut avoir une bonne maîtrise des outils de versionning comme Git, GitHub, GitLab, etc. Ça serait mieux de mettre tout sur le cloud, c'est plus facile à gérer, à manager. Ça dépend de la politique de chaque entreprise. Il y a des entreprises qui sont contre de mettre leurs données sur le cloud, ils préfèrent mettre ça en premise. Ouais. Il y a des outils pour gérer ça, mais c'est plus de ressources humaines derrière pour gérer toute cette infrastructure. C'est plus simplifié de nos jours de mettre son infrastructure sur le cloud.
en tant qu'architecte architecte cloud, je peux vous dire que tous les outils dont on a besoin pour commencer sur le DevOps, ça existe sur le cloud. Que ce soit les scripts d'automatisation et tout. Pour les devs, je vais laisser Momchil répondre à cette question, mais ce que dire en gros, les devs, ils mettent leur code sur un repo, sur un GitHub, GitLab et tout ça, et tout le reste, c'est du Git, c'est du Jenkins ou un outil sur Azure, par exemple Azure DevOps, c'est des outils d'automatisation comme du Terraform pour créer une infrastructure en même pas 5-10 minutes, qu'avant ça nous prenait des fois des jours et des jours. Ouais, Moi, dans les outils, Ouais. surtout, je dirais ne pas aussi trop s'éparpiller, donc choisir des outils simples, donc ou choisir énormément d'outils. Qu'est-ce que je voulais dire? Le DevOps, c'est aussi de l'automatisation et surtout implémenter un maximum de tests à chaque phase. Par exemple, lorsque le code il est sur Git, bien évidemment, là, on parle d'intégrer au maximum de tests unitaires à chaque phase. Quand on parle du CI, du CD derrière, donc lorsqu'on fait de l'intégration, on va faire des tests d'intégration. Après, on va essayer d'exécuter des tests fonctionnels. On va essayer pour ramener de la qualité, il faut qu'on automatise au maximum de choses pour qu'on puisse livrer plus rapidement avec plus de qualité. Donc, pour automatiser, il faudra automatiser aussi des tests à chaque des niveaux. Et chaque niveau supplémentaire, il faudra ajouter des tests qu'on n'a pas fait à un niveau précédent. Donc, je dirais ça. Donc, voilà ce que je peux dire surtout. Et alors, on entend souvent parler de pas mal de domaines. Il y a DevSecOps. Le DevOps se subdivise vraiment. Est-ce que vous pouvez un peu nous guider sur les différents types de DevOps ou de sous-catégories de DevOps qu'on va trouver? Par exemple, DevSecOps, c'est quelque chose que j'entends beaucoup, mais sans en avoir une bonne définition, je pense. Oui, on entend souvent de DevSecOps, j'ai entendu DevQROps. Il peut y avoir plusieurs variantes. Il y a quelques temps, comme Mounir vient de le dire au début de la rencontre, par exemple, tout ce qui est la phase de test était souvent exécuté à la fin, je dirais, des processus de développement, alors qu'aujourd'hui, on veut intégrer justement ces phases de test. Par exemple, alors, on parle de QA ou de la sécurité, on veut les intégrer à chaque niveau des projets. Et donc, parfois, de parler de Dev QAOps ou DevSecOps, pour moi, il n'y a pas forcément lieu. Ils font déjà partie de la pratique DevOps. Donc, la sécurité ou le QA, ils sont comme une partie intégrante de DevOps. Et je dirais, je ne les séparerai pas. Donc, d'accord. C'est pour mettre des mots sur des aspects du DevOps, mais normalement, le DevOps doit traiter le tout par cette culture de la qualité, justement. Ouais, exactement. Ok. Mounir, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce sujet Oui, c'est juste que la partie sécurité, elle était un peu négligée au début parce que au début, il fallait juste faire des compilations au début, faire des tests. Mais après, qu'on a remarqué qu'il fallait faire les déploiements directement sur le cloud et des fois des déploiements directement dans un environnement de production, la sécurité s'est imposée et il y a eu, comme un pilier qui a été rajouté au DevOps parce que ce n'était pas vraiment la priorité au début. Avec le temps et la place que le DevOps a pris dans la phase de création d'applications, de logiciels, etc., ce pilier a été rajouté et c'est quelque chose de devenu qui est essentiel. Je pense que dans le futur, on ne va plus entendre juste DevOps parce que la sécurité, c'est quelque chose qui ne peut pas être négligé. Et pour les autres pour moi, le DevOps, c'est l'automatisation. Il y a le MLOps, il y a, comme j'ai dit, l'intelligence artificielle, l'IoT, il y a aussi même tout ce qui est BI, ils sont en train certaines entreprises commencent à automatiser ça et l'intégrer dans le même processus DevOps, ce qui signifie que pour moi, le DevOps, c'est l'automatisation. Et derrière, avec les outils qu'on a aujourd'hui et avec les possibilités qu'on a sur le cloud, on aura de nouveaux sous-domaines, je sais pas, avec la réalité augmentée, tout ça, ce qu'on voit dernièrement avec ce que sort Facebook et tout ça, il se peut que ça va être automatisé avec les mêmes méthodologies que DevOps. Ce qui signifie pour moi, DevOps, c'est l'automatisation et c'est le cloud. L'automatisation et le cloud. Et derrière, je pense que tous les domaines ils vont suivre. Ok, ouais, c'est effectivement très intéressant parce qu'on voit que c'est un domaine qui est encore au final jeune, même si bien implanté, qui se partage, qui se propage encore, mais qui a encore plein de choses devant, plein de nouvelles choses à créer et à fractionner. C'est ça. Très bien.
On va, je pense, s'arrêter là pour cette première introduction. Ça fait déjà un beau contenu et pas mal de choses pas mal de concepts en tout cas à voir et à creuser. L'idéal, ce serait qu'on se retrouve pour des suites parce que de ce que vous avez dit, c'est tellement vaste qu'on a beaucoup de choses à creuser. Je pense à comment devenir DevOps. Je pense à peut-être descendre justement dans des différences entre architectes, entre de l'Ops. Quelle est la différence entre le Dev et l'Ops dans les définitions aussi. Voilà, il y a pas mal de choses. Et puis, voilà, l'application à différents domaines aussi et sous-domaines. Donc, au plaisir de pouvoir refaire un deuxième épisode. En tout cas, merci à vous. Merci de nous Merci. avoir laissé la parole.